L'échec, c'est un mot, c'est juste un mot, c'est un simple mot, mais en face de ce mot, il nous faut mettre des émotions, des réalités concrètes que vivent des dizaines de milliers d'entrepreneurs chaque année. La peur, le désarroi, la colère parfois et tant d'autres émotions qui nous submergent au moment de la chute. Ces émotions, il faut les mettre en regard des missions, des visions, des rêves que porte tout entrepreneur quand il se lance. On a fait des entrepreneurs, notamment dans les médias, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, des super-héros. Pardon. Quand on se lance, quand on vend sa boîte, quand on scale, si on est des super-héros, est-ce que ça veut dire que quand on plante, on est des super-losers? J'espère qu'on aura la réponse à cette question après avoir entendu nos 4 intervenants de ce matin que j'appelle à me rejoindre. Charline Goutal, si tu veux bien, tu es dirigeante de The Human Hack. Tu es ancienne fondatrice de la marque de lingerie Ma Petite Culotte, devenue Naya Paris. J'appelle aussi Vincent Redrado à me rejoindre, aujourd'hui dirigeant du groupe DNG et ancien fondateur de la marketplace The Tops. Pierre-Henri de Ballon est également avec nous. Tu es fondateur de la plateforme WizEvent. Tu l'as cédé puis racheté à vente privée VP aujourd'hui. Et tu es aussi nouveau président du club de foot de Dijon. Et enfin, Joël Dupuche qui est également avec nous, entrepreneur, ostréiculteur, qui, comme beaucoup, a connu des hauts très hauts, des bas très bas, et qui nous a aussi fait sortir les petits mouchoirs dans le film du même nom. Donc, bienvenue à tous. Si vous voulez bien, et pour faire les présentations, commençons peut-être par le très haut. Toi, Charline, avec Ma Petite Culotte, c'était un rêve de petite fille. Oui, moi j'avais, depuis l'âge de 11 ans, en fait, j'avais vraiment cette idée de lancer ma marque de lingerie. Ça remonte vraiment à un souvenir, à vraiment ma Madeleine de Proust, en fait, où ma maman m'a emmenée choisir ma première brassière aux Galeries Lafayette. Je me rappelle, on était en province. Et j'ai découvert ce monde de la lingerie et vraiment, ça m'a fascinée. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, un jour, je lancerai ma marque. Et tu vas le faire avec une ambition ultra importante pour les femmes au sens large. Oui, tout à fait. En fait, pour moi, c'est presque du militantisme parce que c'était une façon de me réconcilier avec ma propre féminité et de diffuser une image de la femme qui était en dehors des codes ultra sexy ou bien la femme pilou-pilou, quoi, en gros, si on vulgarise un peu les choses. En quelques mots, quelques chiffres pour qu'on voit jusqu'où t'es monté. Est-ce que tu peux nous partager quelques steps, quelques gras? Alors même si l'entrepreneur est rarement celui qui regarde où il est et se dit c'est bien, on veut toujours aller plus loin malgré tout. Au plus haut, t'en étais où? Au plus haut, j'ai ouvert un concept qui s'appelait le 7e ciel, qui était un showroom / boutique / bureau. Au dernier étage, c'était à Grand Boulevard. Et mon idée folle, c'était vraiment de regrouper à la fois mes équipes avec en direct les clients et de pouvoir le réserver aussi pour tout ce qui était business B2B. À ce moment-là, l'entrepreneuriat, c'est ultra sexy. C'est le début de la Startup Nation. Est-ce que tu vas le ressentir dans la presse ou même sur les réseaux sociaux, qu'il se passe quelque chose? Oui, clairement, il y avait une émulation. Moi, je me suis lancée, ma première boîte, c'était en 2011-2012 et ensuite 2013 avec Ma Petite Culotte. Et c'était en parallèle du lancement du slip français de Guillaume Gibault. On ne se connaissait pas à l'époque. Après, évidemment, on s'est rencontrés. Et en fait, tous les deux, on était sur du pur Made in France. Et tout de suite, en fait, les médias ont repris notre travail, notre mission, en fait. Donc oui, on était parmi vraiment les premiers de la Startup Nation. Et des années plus tard, c'est pas évident non plus pour Guillaume. Non, bien sûr. Vincent, toi, tu vas monter The Top sur une idée que t'importes des US. Tu vas lever 1 million d'euros sur un deck avant même d'avoir lancé quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous dire un mot de The Tops à l'époque et du pivot très rapide? Alors en fait, effectivement, moi je crée une société en étant j'étais salarié chez PriceMinister.com. Je travaillais pour Olivier Mathieu et Pierre Kosciusko-Morizet, qui étaient deux des fondateurs de la boîte. Et en fait, en travaillant pour eux, j'ai l'idée d'une société en regardant des business aux États-Unis. Donc je lance la société. Je n'ai pas d'entrepreneuriat, ma famille n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat et en fait, ils m'ouvrent leur réseau. Et donc en fait, ce réseau me permet de lever 1 million d'euros avant même de faire 1 euro de chiffre d'affaires. Et au même titre que ma boîte, c'était une fausse bonne idée, puisqu'en fait, quand on n'a pas de business model, c'est bien d'avoir de l'argent, mais en fait, à part le dépenser, on ne fait pas grand-chose. Et du coup, finalement, effectivement, au bout d'1 an, on ne fait pas plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires et on fait un pivot.
Et après, 3 ans après, on montera un peu plus d'8 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 collaborateurs. À ce moment-là, tu vas coécrire avec le Mouji, je vois Bénédicte qui est dans la salle, un guide pour entreprendre quand on est jeune. Évidemment, la jeunesse a besoin de modèles, comme toi, comme d'autres en font partie. Déjà à l'époque, comment tu prends cette responsabilité à cœur et avec un peu de recul, et on va le voir par la suite, sachant que ça a planté cette boîte, est-ce que ça trotte dans la tête aussi ? Alors en fait, moi, ce qui est un peu bizarre, c'est que je cherchais pas du tout la lumière, mais en fait, parmi nos premiers actionnaires, par le réseau de Presse Minister, on a notamment Claude Hébéard, qui est le fondateur d'AXA. Et du coup, par définition, on a eu pas mal de retombées presse business et B2B, parce qu'on avait cet actionnaire qui, pour la première fois, acceptait de dire qu'il investissait dans une société. Et du coup, effectivement, on a eu pas mal de visibilité. Et avec le Mouji qui m'a accompagné depuis le premier jour, bien évidemment, ce livre nous a aidé un peu à avoir de visibilité. Mais en fait, je trouve que quand on manque de maturité, en tout cas, c'était mon cas, la visibilité est plutôt un frein au focus business, puisque ça peut toucher l'ego et en fait on ne fait pas le business pour les bonnes raisons. Alors ça a bien changé depuis, mais en fait notre business on le fait aux côtés des équipes, aux côtés des clients et pas dans les médias. Pierre-Henri, toi, alors c'est les trajectoires un peu inversées avec nos autres invités, mais les très hauts vont prendre beaucoup de temps à arriver. Mais si on reste sur ces très hauts, donc plutôt aujourd'hui et ces dernières années, il y a eu la vente, je le disais, puis le rachat à vente privée. Tu as fait ton entrée au Next 40, qui est le palmarès des champions de la tech française porté par Bercy. En quelques mots, quelques chiffres peut-être, WizEvent, c'est quoi aujourd'hui ? Et ça nous permettrait de voir l'ascension et peut-être d'où tu pourrais tomber demain si ça devait planter. WizEvent aujourd'hui c'est 180 collaborateurs en Europe dans 6 bureaux et on est le deuxième vendeur de billets en France et au niveau européen on est le plus gros fournisseur des technologies pour les organisateurs d'événements, donc des technologies de vente de billets, de contrôle d'accès ou de paiement, par exemple dans des festivals, des petits bracelets qui vous servent à payer vos bières ou vos frites et c'est à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis une croissance de 20% avec l'ambition de vraiment se renforcer déjà au niveau européen, même si on a quelques activités un petit peu en Amérique du Sud et Amérique du Nord, mais voilà ce qui est aujourd'hui WizEvent. Et si on reste sur le haut, est-ce que ça peut aussi procurer à l'entrepreneur quand tu fais la une des médias, etc. Il n'y a pas un ego boost quand tout le monde te dit que tu es au-dessus du lot, la facilité de penser que c'est évident? Oui, après, non, pas forcément, parce que déjà, on est deux associés. Puis tout à l'heure, il y a un des intervenants qui disait il y a des très hauts et des très bas. Je crois qu'en étant deux, les moments où on est très haut, moi, il y a des jours où j'ai l'impression d'être Bill Gates, et puis le lendemain, de me dire qu'on va planter. Et puis, l'autre associé fait le rôle un peu inverse, en faisant l'avocat du diable. Donc, ça permet d'équilibrer un peu les choses et de ne pas devenir complètement schizophrène. Et non, après, le chemin fait que finalement, on n'est pas arrivé du jour au lendemain. Souvent, on a l'idée, les gens pensent que c'est une bonne idée, puis que 2 ans après, vous êtes à la tête d'une énorme boîte. La trajectoire est ascendante et rectiligne et point. Exactement. Ouais. Et en fait, non, ça fait 18 ans qu'on a monté la boîte, donc avec toutes les difficultés, avec les différentes aventures, on a vu les choses grimper au fur et à mesure. Et puis on en avait discuté, mais moi j'ai vu aussi mon père qui avait monté une très belle boîte, qui a eu des grosses difficultés à un moment donné. Et donc parler, je sais aussi que c'est des choses fragiles et que ça permet de rester humble. C'est le mot clé, Joël. Toi, on va parler aussi de l'échec de la boîte familiale que tu vas reprendre après cette génération, mais dans toutes tes aventures, il y a aussi eu des hauts très hauts. Comme tous les entrepreneurs, je crois qu'on a des hauts très hauts. D'abord, à partir du moment où on est entrepreneur, on ose. Et quand on n'ose pas pour aller à l'échec, on ose pour la réussite. Donc la première base de l'entrepreneur, c'est d'essayer de vivre son rêve ou sa passion, d'aller au bout et de gagner. Alors après, on est confronté à des situations parfois dont on est responsable, parfois que l'on subit. Moi, l'entreprise familiale dont tu parles, que j'ai fermée, c'est moi qui ai arrêté l'histoire de cette génération. Je pense que c'est ce qui m'a le plus bouleversé. Pardon. Et donc... Attendez, je reprends. Et donc, ouais, voilà, quand on plie, j'y étais pour rien. On a été fermé, fermeture administrative, un nouveau virus qui est tombé, les services sanitaires qui s'affolent, l'Agence nationale de santé qui dit hop, faut fermer. Et on se retrouve, j'avais une boîte de 35 salariés, on se retrouve à 0 de chiffre d'affaires pendant 3 mois. On a une grosse aide européenne pour nous aider qui était l'équivalent de 3 000 €
parce qu'il y avait la règle des minimis, on ne pouvait pas nous aider plus que 3 000 euros. Donc moi, globalement, il me manquait 500 000 euros de chiffre d'affaires pour une boîte agricole. Je savais que j'étais mort. Donc j'ai préparé la liquidation de ma boîte et la reprise avec une nouvelle boîte derrière, dans laquelle qui marche très bien, qui s'appelle les Parcs de l'Impératrice, qui est une entreprise qui va merveilleusement bien, qui tourne bien, qui est présente dans tous les beaux endroits. Enfin, on a une bonne image de marque, on a un joli produit, on a de belles équipes, donc je suis un chef d'entreprise heureux aujourd'hui. Mais j'ai passé une période, je peux vous dire que c'était un grand moment de solitude. On va y revenir. Quand on est porté au nu, avec la visibilité aussi que tu as eue, et tu me disais, plus jeune, j'étais le fils de mon père au village, après j'étais le mari de la fille du député, puis à quel point, quand on est porté au nu, on tombe d'autant plus haut? Alors, j'ai eu la chance tout petit de m'affranchir très vite du regard des autres. C'est-à-dire que mon père qui faisait de la politique et mon ex-beau-père qui faisait aussi beaucoup de politique, quand j'étais gamin, je vivais dans un bled. Moi, dans les bleds, la politique, c'est un peu Don Camillo. Hein. Il y a ceux pour qui on est, et puis ceux, ils sont contre vous, et donc ils vous aiment pas. Et moi, j'ai vu gamin des gens me regarder très agressivement. Sauf que quand on est petit, on comprend pas, quoi. J'allais voir ma mère en disant qu'est-ce que j'ai fait. Elle me disait non, mais il aime pas ton père. Donc j'ai appris très tôt à m'affranchir du regard des autres et à me contenter des regards sympathiques et complaisants. Et puis les autres, il y a une phrase de Confucius qui est très jolie: pour qu'un éléphant n'existe pas, il suffit de ne pas le regarder. Donc j'ai une règle de base, c'est que quand ça m'intéresse pas, je regarde pas. Et le deuxième truc, quand on parlait d'entrepreneur, aller bien ou aller mal, moi, quand on me dit, mais toi, tu vas toujours bien. De toute manière, quand on va mal, si on le dit, ça fait de la peine à ceux qui nous aiment et ça fait plaisir aux cons qui nous aiment pas. Donc, on n'a rien à gagner à le faire. Vaut mieux dire que tout va bien. Voilà. Je sais, pour avoir échangé avec vous, qu'on pourrait passer 2 heures avec chacun d'entre vous pour détailler l'anatomie d'une chute, la gestion dans le dur quand on est dans le dur, et puis l'après, la reconstruction, le rebond. Donc, j'ai pioché quelques mots que les uns et les autres vous m'avez partagés pour essayer d'illustrer tout ce par quoi on passe. Henri, pardon. Aujourd'hui, je disais, tu fais partie des entrepreneurs à succès. Pourtant, vraiment, au début, c'était la galère. Tu m'as partagé une anecdote où tu vas même te retrouver et pardonne-moi parce qu'on parle de sujets très intimes, mais je vais utiliser à chaque fois vos mots, à pleurer sous la douche. Oui, c'était au tout début, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Et donc, c'était surtout une aventure avec mon associé. Et puis, son ancien employeur rachète une boîte d'assurance dans le sud de la France. Et c'était le tout début. On n'arrivait pas à se payer. Je pense qu'on faisait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Pendant 4 ans, vous allez vous payer au SMIC? Oui, mais c'était assez indolore parce qu'on était étudiants et puis qu'en fait on bossait tout le temps, donc on n'avait pas besoin d'argent. Donc c'est pas des moments durs. C'est quand on n'en a pas, on se dit j'en ai pas besoin et c'est plus ouais, facile donc ça allait. à vivre. Non, le moment dur, c'est que par contre il a failli partir parce que son ancien employeur vient le chercher et lui propose à ce moment-là un salaire à 150 000 euros. Et puis moi je lui dis écoute. Je lui dis, mais sans vraiment y croire, je lui dis, va prendre le job et avec l'argent que tu gagnes, tu m'en redonnes pour que je puisse développer la boîte. Et je lui disais, mais j'avais pas trop envie qu'il le prenne. Et puis il refuse. Et puis son patron vient, il lui dit, bah non, et ça sera 165 000 euros. Et puis il refuse. Et puis ça sera 180 plus un appart, plus 5% de la boîte. Enfin bon. Et là, je lui dis, gars, maintenant, il faut que tu y ailles. C'est moi qui vais te foutre dehors parce que tu peux pas le refuser. Tu es en train de louper un truc de dingue. Et il accepte. Et donc, le soir, je me retrouve. Et puis, effectivement, j'étais sous ma douche en train de chialer. Et ma femme me dit, enfin, c'était ma copine à l'époque qui est devenue ma femme. Puis, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Puis, je lui explique. Puis, en fait, pour moi, c'était un peu la fin de l'aventure. C'est-à-dire que le projet existait toujours. Et donc, le lendemain, il va voir son boss et lui dit, j'accepte. Et entre-temps, en interne, il y avait quelqu'un qui avait fait du lobbying politique pour prendre le poste, donc il n'est pas parti en réalité. Mais ça montre aussi un peu le cœur à vif. Exactement. Ouais. Ouais. Tu as un mot aussi sur la levée de fonds. Personne ne veut de vous. Je le dis un peu de manière un peu dure. Aujourd'hui, l'histoire est différente, mais c'est aussi passé par ça. On crée donc la boîte en 2008. C'était même un petit peu avant la Startup Nation, donc les groupes de business angels étaient moins développés. Et on vient voir des
personnes fortunées en leur présentant le projet, en leur disant globalement, on va révolutionner toutes les inscriptions qu'on fait par courrier, qu'on renvoie, les inscriptions pour les courses à pied ou vous découpiez dans un journal le petit bulletin à remplir. Et on dit on va tout faire sur Internet avec du paiement en ligne et des formulaires. Et bon, on n'était pas très bon non plus, mais on a réussi à convaincre personne. Ça a duré 4 ans. Et en réalité, je crois que c'était la plus grosse de nos forces. Tout à l'heure, tu disais que tu avais levé de l'argent, puis que finalement, ça ne t'avait pas forcément aidé. Donc, du coup, on a dû être Malin. constructif. Et au moment où on a réussi à lever 1 million d'euros, puisqu'on a levé que 1 million, enfin, c'est beaucoup d'argent, mais on a levé 1 million d'euros en 2012, on n'a pas réussi à le dépenser. C'est-à-dire qu'en fait, on était sur une traction. Tenaces, ouais. Et puis, et finalement, on l'a mis au frigo en le gardant en sécurité. On l'a jamais dépensé. Mais ça nous a aidé finalement de ne pas lever de fonds. Et avec recul, c'est rigolo parce que les gens qu'on avait été voir, j'ai fait le calcul la dernière fois, ils auraient fait, je crois, pas loin de 100 000 fois la mise. Et donc, le truc est assez dingo en reposant le Là, je scénario. m'en veux parce que je te connaissais déjà à l'époque. Charline, on parlait de l'image de l'entrepreneur. Tu faisais la une des médias. Tu m'as dit, quand j'ai planté ma petite culotte et que je me baladais dans la rue, j'avais l'impression que tout le monde savait, en fait. Ouais, en fait, on a vraiment cette honte, et c'était ce que je te racontais, c'est que moi, j'avais jamais connu véritablement d'échec dans ma vie. Voilà, j'étais plutôt bonne à l'école, enfin, j'ai pas eu de problème, j'ai eu tous mes concours, tous mes examens, etc., sans trop de difficultés, en travaillant, évidemment. Et là, vraiment, le jour où je suis sortie du tribunal, j'avais l'impression de porter une casquette avec loser, et que tout le monde voyait, et tout le monde était en mode, t'as vu ? Elle a planté sa boîte. Et voilà, et forcément, on a cette impression qu'on va décevoir les gens, et puis on a été pas mal dans les médias, et du coup, après, il faut l'annoncer, il faut dire, oui, non, ça y est, c'est terminé. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut raconter, il faut assumer, et voilà. Et le fait quand même d'en parler, tu te rends compte que tu as une oreille attentive et des gens finalement qui te suivent, qui te comprennent, parce qu'on sait à quel point la ligne est fine entre la grande réussite et l'échec, où tu sens aussi qu'il y a ce jugement. Non, très franchement, peu de gens savent que la ligne est fine entre le succès et la chute. Très peu de gens. Mais vraiment, en fait, il faut l'avoir vécu, et j'ai envie de dire, il faut être entrepreneur pour savoir que la ligne, elle est très fine. Et je connais plein d'entrepreneurs qui sont hyper successful aujourd'hui. Et en fait, j'en pense à une d'ailleurs, qui a vendu sa boîte à un jour près, elle faisait faillite. Vraiment à un jour près. Et maintenant, c'est une très, très grande entrepreneur. Donc je pense que personne ne se doute de ça. Oui, il y a des jugements. Il y a clairement des jugements. Alors, pas forcément de la part des entrepreneurs, mais du monde extérieur, même de sa famille, et dans les médias aussi. Enfin, c'est quand même, ça reste une défaite. Ça reste une défaite. Vincent, la défaite, elle est intime. Tu me disais, en fait, c'est une extension de toi qui meurt en même temps que la boîte. Oui, parce que moi, c'était ma première boîte. Je pense un peu comme toi au début. Payé au SMIC, travailler 7 jours sur 7, pas de vacances, tout donné pour ça, avec une seule ambition, que ça marche. Et le jour où ça s'arrête de manière assez brutale, en fait, t'as rien à côté. Moi, j'avais rien construit à côté, j'avais rien. T'es absolument pas protégé. T'es à Paris, tu peux même plus payer ton appart. Enfin, tu passes pas à la case chômeur, j'ai quelques mois pour me récupérer. Il faut que je trouve un job dans les prochains jours, en fait. Et effectivement, c'est extrêmement brutal. Et je reviendrai sur 2 points qui ont été évoqués. Le premier, c'est que c'est brutal parce qu'en fait, pour une personne comme moi, typiquement, qui avait aucun entrepreneur ou gens business autour de moi, en fait, les gens ne comprennent pas. Donc, on a beau leur expliquer, ils posent des questions, mais en fait, on a presque pas envie de leur parler, puisque quand tu vis pas la chose, tu peux pas la comprendre, tu peux pas l'expliquer. Et aussi, faire très attention, le terme de vendre la boîte, il y a plein de choses derrière. Il y a vendre la boîte quand tout va bien et faire effectivement une très belle opération financière. Il y a aussi plein d'entrepreneurs, on entend la boîte a été vendue énormément à des montants colossaux, mais en fait, quand on regarde les conditions financières, ils ont pris zéro. Ils ont pris zéro. Et il y a aussi vendre sa boîte au tribunal du commerce, qui est aussi en fait un acte, moi, que j'ai vécu pour le coup, mais qui est un acte qui est jamais valorisé. Et pourtant, dans mon cas, typiquement, vendre la boîte au tribunal de commerce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société est rachetée 500 000 €, toutes les dettes sont payées, tous les collaborateurs retrouvent un job. Donc en fait, tu te bats pour tout le monde, et le seul qui a rien à gagner, c'est toi, quoi. Sachant qu'en plus, t'as pas ton mot à dire. C'est-à-dire, c'est toi qui fais la vente, c'est toi qui va chercher les montants, c'est toi qui va chercher les vendeurs, c'est toi qui fait que tout le monde a un job, et en fait, c'est le liquidateur qui prend du cash.
et toi tu prends Walou, et en plus t'as rien derrière. Donc c'est un peu ingrat. Mais cette vente-là, on en parle rarement, et c'est pourtant des ventes qui sont, je trouve, les plus dures et les plus ingrates, et qui pourtant sont presque en fait les... j'ai pas envie de dire les plus belles, mais celles qui montrent un caractère d'entrepreneur, un peu comme un capitaine sur un bateau. Est-ce que tu es le premier à prendre le bateau à te barrer, ou est-ce que tu es le dernier à rester? Je reste avec toi là-dessus. Je pensais en parler après, mais tu m'as dit j'avais le sentiment d'être en garde à vue entrepreneuriale avec la peur de la faute de gestion aussi. En fait, moi je me souviens très bien quand je suis allé voir le liquidateur. T'as l'impression, j'avais jamais vécu de garde à vue avant, mais en tout cas c'est le sentiment que ça m'a donné. C'est en fait d'être en fait questionné sur tout, et de sentir plusieurs fois, monsieur, est-ce que vous avez fait une faute de gestion? Et je me souviens, au bout d'une heure et demie, je lui fais, mais juste c'est quoi faute de gestion? En fait, vous me faites flipper de fou là, mais c'est quoi faute de gestion et ça veut dire quoi? Mais faute de gestion, si vous êtes fautier de faute de gestion, interdit de gestion, vous allez devoir rembourser des trucs. Je fais ok, fine. De toute façon, j'ai pas d'argent, je vais pas voir ce que je vais rembourser, mais peu importe. Mais c'est quoi faute de gestion? Mais c'est s'enrichir personnellement sur de la société. Oh, ben t'inquiète pas, j'étais au SMIC pendant 4 ans, ça va bien se passer. Mais en fait, c'est un truc où on n'est pas formé à ça, on n'est pas formé. Moi, c'est grâce à certains de mes actionnaires qui m'ont dit prends un avocat et protège-toi. La date de cessation de paiement, mais en fait, elle peut te mettre en faute de gestion alors que tu le sais pas. Et en fait, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, comme du jour au lendemain, ta vie elle peut être grillée. Alors qu'en fait, moi, je fais un exercice maintenant dans la boîte qui me fait assez marrer. Je demande à mon RAF tous les mois, et je le cumule depuis la création de la société, combien on rapporte d'IS, combien on rapporte de TVA, combien on rapporte de charges. Eh ben putain, quand on voit qu'on touche rien si ça va pas, franchement, c'est un scandale. D'habitude, je te bip dans les interviews. Ouais, mais non, là, non. Là, on peut pas. Joël, on en parlait tout à l'heure, mais je veux bien quand même revenir sur cette aventure de une entreprise, cette génération, tu la prends, tu la plantes, tu as commencé à évoquer ce qui se passe dans la tête, mais il y a ces deux dimensions, il y a l'émotionnel et le pratico-pratique. Le pratico-pratique, je savais qu'elle était morte, parce que quand il manque 500 000 balles et que les banquiers ne répondent plus, on sait bien que ça ne va pas durer longtemps. Donc moi, c'était chronique d'une mort annoncée. Donc j'ai préparé la liquidation de ma boîte pendant 2 ans et demi, et j'ai préparé la reprise donc, de tous les actifs par une nouvelle société, un peu ce que tu viens de décrire. Mais cette période où on part à la trappe, où cette chronique d'une mort annoncée existe, là, on ne dort plus la nuit. Moi, je me réveillais à 3h du matin en nage, à réfléchir, à essayer de trouver des solutions qu'il n'y avait pas. Et en fait, on réfléchit mal parce qu'on a envie de dormir. On ne dort pas parce qu'on réfléchit. Enfin, on devient fou. Et il y a un mec, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais il y a 2 trucs qui m'ont sauvé. En fait, j'ai lu un jour dans un livre que le mec disait il était comme Job, il se sentait abandonné de Dieu. Alors tout le monde le connaît, pauvre comme Job, mais je me disais pourquoi il se sent abandonné de Dieu. Et donc j'étais lire le livre de Job dans l'Ancien Testament, où Job était un mec extraordinaire, le diable lui a tout enlevé pour un pari avec Dieu, et finalement Job est ressorti de là gagnant parce que ça a été un mec qui restait droit dans ses pompes, et moi ça m'a beaucoup aidé. Livre de Job. Et le deuxième truc, c'était pas Job, c'est le livre de Philippe Labro, qui a écrit Tomber 7 fois, relever 8 fois. Si vous avez des difficultés, je vous conseille ce livre. Pas pour la manière dont il s'en sort, parce que ça, c'est sa vie à lui, et c'est sa manière de s'en sortir. Par contre, la descente qu'il décrit, c'est la descente de tous les gens qui sont dans cette situation. C'est la même. Quand je lisais ce bouquin, je disais, mais le mec, il est derrière moi en permanence. C'est-à-dire que tout ce qu'il décrit, vraiment techniquement, c'est ce que l'on vit quand on est dans ces situations-là. Alors moi, ça m'a fait beaucoup de bien, pas par la manière dont il s'en est sorti, parce que je ne me rappelle plus, mais c'est le fait d'un coup de se dire je ne suis plus seul. Parce que le pire des sentiments dans ces situations, c'est la solitude. On a l'impression que ça n'arrive qu'à nous et qu'on est le premier dans le monde à qui ça arrive. Et ça, c'est terrible. Et le fait justement d'en parler avec des potes ou avec des gens qui ont traversé ces trucs, ça fait un bien immense. C'est pour ça que parfois il y a des conseils, privés et payants qui peuvent être très, très, très aidants pour des chefs d'entreprise, parce qu'eux, ils ont vu déjà 20 fois ces histoires et donc ils connaissent par cœur et ils sont capables de banaliser pour le chef d'entreprise la situation. Et en la banalisant, ils la rendent moins dramatique et ils leur permettent de mieux réagir.
Parce que moi, vraiment, je me sentais comme M. Birotteau dans Balzac. J'étais la disgrâce absolue. J'étais une merde sociale, une merde humaine, enfin, affreux. Oui, parce que tu as dit tout à l'heure, on est tous des super-héros. On aurait pu penser que tu avais choisi ton camp, mais là, tu te sens, je réutilise tes mots, comme une merde. Mais à là, ce tu moment-là, en choisis pas plus, ton camp du tout. Hein. si je dis pas de bêtises, tu es vice-président de la Chambre de commerce à ce moment-là, donc ça la fout mal. Et là, mes collègues entrepreneurs, donc le bureau, le président de la Chambre et compagnie, je leur dis, écoutez, j'ai un problème. Je démissionne du bureau parce que je ne peux pas être entrepreneur et vice-président de la Chambre. Pas être entrepreneur, planter sa boîte. Non, mais planter ma boîte et être vice-président de la Chambre. Et là, mon président me dit, mais écoute, moi, aujourd'hui, j'ai 25 ou 30 boîtes qui tournent bien, mais j'en ai fermé une quinzaine. Et je suis toujours là. Il me dit, il n'y a rien de pénal dans tes trucs. Justement, tu n'as pas de... Ben, je suis non. Eh bien, il me dit, il n'y a aucune raison. Le dépôt de bilan est un acte de gestion et donc, tu restes avec nous. Et là, on avait un autre vice-président, patron de Valmet, des grosses boîtes suédoises, qui dit, mais nous, les boîtes, on les ouvre, on les ferme avec une... Et en fait, je veux dire ça aux entrepreneurs, c'est que quand on est mono-entrepreneur dans sa seule boîte, on a une vision affreuse. J'ai planté ma boîte. En fait, tous les groupes que vous prenez, qui sont même Total, qui a une réussite fabuleuse, je pense que quand ils ont une branche qui va mal, ils la ferment. Sauf que ça n'est jamais incarné. C'est une société que l'on ferme dans des chiffres. Et en fait, ce qui est dur dans la vie de l'entrepreneur, c'est que c'est incarné. On représente l'entreprise. Mais des boîtes qui ferment et qui ouvrent, il y en a des milliers par jour. On parle d'ArcelorMittal, quand il en a plein le cul, il ferme sa boîte, il dégage 300 personnes, ça lui fait aucun état d'âme. Et personne pense que Mittal est un loser. Personne. Et que donc, je pense qu'à un moment, il faut penser à ça. L'échec dans l'entreprise, ça fait partie de la vie de l'entreprise. On peut être dans... Moi, j'ai ouvert une entreprise en 2000... Bon, je ne me rappelle plus. Enfin, peu importe l'année. J'ouvre une entreprise, je m'engueule avec mon père, qui était un pater familial, je pars, je sors, comme l'ont décrit tout à l'heure les gens, comme mandataire social, donc sans revenu, sans chômage, sans truc. Et il faut que je me fabrique un job. Donc je trouve un local, j'achète un local. Je loue un local, je me démerde, je fais les travaux, mes entrepreneurs me font les travaux à titre pas gratuit, mais avec des différés de paiement. J'ouvre, et les premiers mois où j'ouvre, je fais l'équivalent de 100 000 euros. Deuxième mois, 100 000 euros. Troisième mois, 100 000 euros. À l'époque, on payait les fournisseurs à 90 jours, c'était toléré. Et donc, je me retrouvais à 300 000 euros de trésorerie dans ma boîte. Je vais voir mon banquier pour l'emprunter 70 000 pour payer les travaux. C'est une formalité, il me signe le papier en bas et allez-y, il me reçoit comme un seigneur. Et je démarre ma boîte et je fais une très belle réussite avec cette entreprise. L'année d'après, c'est la même boîte, le même chef d'entreprise, les mêmes moyens, sauf qu'il fait moins 22 à Bordeaux. Et là, je fais pas 100 000 par mois, je fais 10 000 par mois, les 3 premiers mois. Si j'avais été le même chef d'entreprise l'année d'après, pour une histoire de température, j'étais mort. Parce que mon banquier avait 30 000, que j'aurais demandé l'erreur, il ne m'aurait pas prêté, et je partais à la trappe de suite. Là, j'ai été sauvé par le climat. Enfin, la première année où j'aurais pu être condamné par le climat la deuxième année. Voilà. Il y a une part effectivement qui tient à l'entrepreneur et une part de chance, évidemment. Il y a le facteur chance. Pierre-Henri, toi, tu t'es préparé, tu n'as pas planté ta boîte, mais tu t'es préparé globalement à l'échec Day One avec WizEvent. Et encore une fois, je ne trahis pas de secret parce qu'on en a parlé, mais pendant que toi, tu lances ta boîte dans la même maison, sous le même toit, tu vois l'échec. Tu vois ce que c'est et tu projettes ce que ça peut être demain pour toi. Ouais, j'ai un papa entrepreneur et qui m'a toujours dit il m'avait dit deux choses. Il m'avait dit ne sois pas caution sur des prêts. C'est le premier conseil qu'il m'avait donné en toutes circonstances. Et puis après, il m'avait dit, par contre, fais quelque chose qui te plaît et fais-le à fond. Et au moment où je lance WizEvent, alors c'était pas sous le même toit, mais du coup, je suis revenu aider mon père. Et c'est marrant parce que super-héros, en l'occurrence, les papas, souvent, c'est un peu nos super-héros. Et au moment où je lance WizEvent, un matin, il m'appelle comme ça. Et puis, je sens qu'il a la voix chancelante. Donc, je me dis, merde, il y a un pépin de santé, un truc. Et puis, il me dit, j'ai mes collaborateurs qui partent créer une boîte concurrente. C'était une petite boîte, c'était 10. Et il en avait 4 qui partaient créer la boîte concurrente. Et en plus, mon père est un gentil et très humaniste, et d'ailleurs peut-être trop. Et puis, c'était des mecs qu'il considérait comme ses fils presque. Et il était trahi. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y avait pas de notion économique pour lui. Il n'y avait pas le côté de
je vais perdre l'argent, la valeur de la boîte, et tout ça. Mais lui, il avait le sentiment qu'on lui plantait un couteau dans le dos. Et donc, je sens mon père très affaibli. Donc, ce super-héros, d'un coup, vous le sentez très faible. Et puis je lui dis que c'était au tout début de WizEvent. C'est au moment où c'est les 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai dit à mon associé, écoute, je pars. Et donc, je suis parti 2 mois à Dijon pour aider mon père, lui filer un coup de main. Donc, le lendemain matin, je me retrouvais dans la boîte à essayer de gérer ce truc-là avec les mecs qui étaient encore dans la boîte. Puis, dans un contexte pourri, j'ai chopé un des gars en train de voler toute la base de données. Ils ont été condamnés ensuite au tribunal de commerce et tout. Enfin, bref. Donc, contexte très lourd. Et j'ai cette image où je suis dans ma chambre de gamin, le premier soir, et où je bosse sur WizEvent, parce que du coup, je bossais le soir pour compenser. Puis, je sais pas, il est 1h30 du mat, puis j'entendais pas dans l'escalier. Puis, je vois mon père qui débarque et qui a les larmes aux yeux. Et puis qui dormait pas, qui était tout. Ah et du coup, pour moi, le choc, il a été dur parce que vous voyez ce super-héros qui d'un coup vous le trouvez très fragile. Et puis c'est un moment où je me sentais plus fort physiquement et intellectuellement que lui. Et donc il y a comme un passage de relais qui se fait. Donc c'est pour ça que quand j'ai créé Wiz, j'ai toujours eu en tête que ouais, ça pouvait à un moment donné, ça pouvait péter. Et donc d'ailleurs, j'étais adhérent de la GSC pendant très longtemps au début, notamment les moments où c'était difficile. Je le suis plus aujourd'hui parce que bon, j'ai eu la chance de sécuriser mon patrimoine sur plein d'autres choses. Mais du coup, ça faisait sens. Donc quand Thomas m'a proposé de venir, je me suis dit que... Et donc oui, toujours, je me suis dit tout donner, le faire à fond. Pas avoir peur du regard des autres comme le disait Joël et tout, mais par contre le seul truc que je voulais c'était pouvoir repartir à zéro, c'est-à-dire sans dette, sans difficulté, pouvoir rebondir. Et ça je crois que c'est essentiel. Et j'ai vu d'autres potes entrepreneurs qui ont eux fait des prêts parce que c'était des activités qu'ils nécessitaient, qui avaient la crainte de la faute de gestion, qui se retrouvent aujourd'hui parfois à payer alors que ils ont mis 5 ou 10 ans de leur vie entre parenthèses. Et donc c'est ça qui est difficile, et c'est là où je pense que c'est important effectivement d'en parler. C'est fou à quel point ça reste très ancré. Enfin, moi, j'ai les larmes aux yeux, toi aussi, je vois Joël aussi. Bref, même des années après, ça touche les tripes. T'évoquais la notion de trahison, Charline, tu me soufflais la notion de gens aussi qui quittent le navire dans la tempête. Et c'est le rôle de l'entrepreneur, mais on n'est quand même pas préparé à ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu la dernière ligne droite. C'est vraiment la plus dure. Parce que autant on peut dire que c'est dur de se lancer, il y a plein d'adversités, etc. Mais il y a une excitation, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on y va, quoi. Alors qu'à la fin, la dernière ligne, la chute, comme tu dis, on sait où on va. On sait exactement où on va et on sait qu'on n'y gagne absolument rien. Donc il y en a qui veulent sauver leur honneur. Et puis, il y en a juste, ils veulent disparaître, en fait. Et moi, j'ai dans mon entourage des entrepreneurs qui ont juste disparu de la circulation, qui n'ont absolument pas assumé cette situation et qui, du jour au lendemain, ont disparu, ont laissé leurs collaborateurs, ont laissé leurs actionnaires, les banques et tout. Et moi, je m'étais vraiment fait un point d'honneur à vraiment respecter l'ensemble de mes collaborateurs, de mes prestataires, de mes actionnaires, de mes banques. D'ailleurs, c'était un peu le souci parce qu'on n'était pas vraiment en cessation de paiement. Et moi, j'avais peur, au contraire, qu'au tribunal, c'était pas la faute de gestion, mais qu'ils me disent non, vous vous mettez en RJ, donc en redressement judiciaire, parce que vous n'êtes pas véritablement en cessation de paiement. Je suis obligé, de remettre un tout petit peu de contexte, Charline. Il va y avoir ton associé qui quitte le navire, je crois le lendemain où tu sors de la maternité, puis ton bras droit, puis quasiment le Covid qui arrive en Chine, donc un fonds qui ne rentre pas dans l'aventure, les gilets jaunes, les grèves, bref. Et à un moment, c'est juste tu craques, tu ne sens plus la capacité de tenir, et c'est ce qui explique qu'à un moment... La boîte, de toute façon, n'a pas non plus énormément de trésorerie. Vous êtes pas en cessation de paiement. Bien sûr. Mais on n'est pas non plus au roule pas sur l'or. Non, ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est difficile de prendre la décision de se dire, en fait, où est l'acharnement et la détermination ? Où est l'obsession, en fait ? Quel est le point, justement ? Quand est-ce qu'on arrive à ce point-là ? Donc, on veut se battre corps et âme jusqu'au bout. Mais c'est où le bout, en fait ? Moi, je l'ai trouvé, c'était le bout de moi-même. C'est-à-dire que j'étais devenue un zombie, en fait. J'allais au bureau et je pleurais, j'arrivais, je me maquillais et je souriais, quoi. Pour que personne puisse voir ça. Et j'étais un véritable zombie. Et là, je me suis dit, OK, là, je commence à rentrer dans l'acharnement. J'ai envie de faire les choses bien. Dans le secteur de la mode, il y a énormément de fournisseurs qui sont en très mauvaise santé. Dans la lingerie, c'est encore pire. C'est un niveau, surtout encore plus dans la lingerie Made in France. Et je m'étais fait un point d'honneur de tous les payer.
Mais vraiment, c'était hyper important pour moi. Et ça a été fait. Et du coup, j'ai mis de côté tout l'émotionnel de la chute. Et je suis rentrée en mode machine. Et OK, je vais faire les choses bien. Je vais faire les choses bien, étape par étape. Et quoi qu'il arrive, ça sera mon point d'honneur, quoi. Tu ne romps pas. Ça cassera plus tard. Mais on va en parler, Vincent. Dans cette période compliquée, alors toi, pareil, tu as ton associé qui, du jour au lendemain, part, répond plus au téléphone, rien. Tu as des collaborateurs qui vont partir, plus venir au bureau. Mais tu as aussi des révélations. Et je pense que c'est important aussi de pas juste plomber l'ambiance et dire qu'il y a des gens qui se révèlent aussi, des entrepreneurs, oui, mais pas que. Bah en fait, dans ce moment difficile où, en fait, du jour au lendemain, tu pars sur ton plan, sur ton projet, sur tout ce que tu dois mettre en place dans l'année, et en fait, du jour au lendemain, tout s'arrête et tu dois l'annoncer à tes collaborateurs, tu dois l'annoncer à tes actionnaires, tu dois l'annoncer à tes partenaires. Et en fait, une fois plus, personne n'est là pour... moi, ce qui m'avait le plus choqué avec du recul, c'est que tu n'as aucun moment une personne qui te dit « Et toi, ça va ? Comment tu le vis, toi ?» Bah écoutez les mecs, c'est un peu le bordel, mais personne n'a posé la question en fait. Et c'est vrai que tu es tout le temps dans ce côté un peu warrior, mais je vais essayer de rester jusqu'au bout et que ça se passe bien et être encore là pour les gens, encore là pour la boîte. Et en fait, dans ce lot, moi j'avais 20 collaborateurs, 70 actionnaires et on distribuait 400, 500 marques. Les marques, personne et les fournisseurs vraiment se montrera de preuve, on va dire, d'attention. C'est plutôt l'inverse. Des gars qui viennent au bureau pour que je les paie comme si j'avais des billets pour les payer. Par contre, il y aura effectivement 2-3 collaborateurs extraordinaires. Il y aura 5-6 actionnaires extraordinaires qui, pareil, alors qu'il n'y a plus rien à gagner, se dédieront et m'aideront jusqu'au bout. Et en fait, je trouve que c'est dans ces moments, mais je pense que c'est pareil dans le perso ou dans le pro, dans des moments difficiles, qu'on voit les personnes fortes et les liens finalement les plus fidèles. Et je pense qu'en ce type de moment, ça se confirme assez fortement. Ouais. Pierre-Henri, pardonne-moi d'avance, je vais être taquin. Je disais en intro, tu as racheté un club de foot, celui de Dijon, qui est en national. Donc finalement, la défaite, ça te fait pas peur. Non, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit aux équipes quand j'ai repris le club en conférence de presse. J'ai dit on va perdre plein de matchs parce que c'est la réalité puis qu'on peut pas maîtriser le sportif. Donc ça c'est l'aspect sportif, c'est l'aléa et c'est ce qui fait le côté passionnant du sport. Non, la raison pour laquelle j'ai repris le club, c'était pour me sentir un peu vivant aussi. C'est-à-dire que sur WizEvent, j'étais un peu arrivé, alors pas au bout parce que l'aventure, je suis toujours dedans à 100% et 80% maintenant avec le club, mais je suis toujours à fond dedans et on a encore plein de choses à faire. Mais l'histoire est faite, on a sécurisé une partie patrimoniale en faisant rentrer des actionnaires, c'est globalement une belle histoire. Et puis je ne suis pas dans une logique de le transmettre à mes enfants, donc pour moi cette histoire était un peu sécurisée. Et puis je trouvais j'avais un peu ce sentiment de me dire que j'étais tombé finalement dans quelque chose qui était, quand on est moins en danger, on est moins vif. Et là, pour le coup, je me suis vraiment mis en danger parce que je pense s'il y a vraiment un investissement à pas faire, c'est un club de foot. Et je le pense encore plus maintenant que j'ai mis le doigt dedans. Et surtout, la pression que j'ai, c'est la pression de le planter. Parce qu'en fait, je suis l'actionnaire à 100%, donc j'ai tout racheté, mais le club ne m'appartient pas. Le club, il appartient à une ville, il appartient à ceux qui l'ont créé, aux supporters, aux joueurs, aux élus. C'est la Madeleine de Proust de certains qui venaient avec leur papa, leurs enfants. Et donc, ma pression, elle est là-dessus. C'est-à-dire que, et surtout, c'est complètement liquide. Tout à l'heure, il me parlait des boîtes de conseil. Il me dit, tu sais, c'est très liquide, tu peux te faire acheter à tout moment. Tous les clubs de foot français sont en vente. C'est-à-dire que si vous avez l'argent, vous pouvez le racheter à n'importe quel moment et vous n'avez pas besoin de voir une annonce. Et ça montre bien que c'est pas liquide, donc c'est quelque chose qu'on peut pas forcément arrêter. Et là, je suis en train de gérer quelque chose qui est complètement différent de WizEvent, où j'ai géré de la croissance jusqu'à présent avec des problématiques de taille de boîte qui changent. Et là, je suis en train de licencier des gens, de faire des choix difficiles et d'essayer de sauver un club avec en parallèle une épée de Damoclès de mon côté qui est de me dire bon, je peux mettre de l'argent et jusqu'à quel niveau je le mets, c'est-à-dire jusqu'à quel moment c'est un peu de la folie et tout. Donc j'ai à peine de commencer, mais par contre c'est passionnant. Puis je crois que c'est le côté, c'est l'aventure et c'est ce qui moi me porte, c'est de pousser sur un projet, puis de le vivre à fond avec tous ces hauts et ces bas, puis c'est ces émotions qui nous plaisent, parce que tout à l'heure on disait tous que c'est des grands hauts et des grands bas. Je pense que c'est un des points communs des entrepreneurs, c'est que c'est des choses qu'on aime, on a envie de vivre pleinement la vie, et au fond toutes les anecdotes qu'on raconte, un coup avec le sourire et puis un coup avec la larme à l'œil, c'est ce qui nous nourrit et puis c'est ce qui nous construit, je pense.
Peut-être en conclusion, on peut dire que on n'a pas l'adrénaline du succès s'il n'y a pas un risque d'échec. Après, on est aussi là avec la GSC pour dire qu'on peut quand même limiter ce risque et que c'est plutôt justement du temps nécessaire pour se reconstruire derrière parce que, et ce sera ma dernière question, ça prend du temps et Joël, un mot si tu veux bien sur le temps de digérer. Le temps de digérer. Si, mais non, si mais la question ne plaît pas, je t'en propose non, une mais autre. non, mais le temps de digérer, d'abord tu digères pas parce que t'avances. Tu sais, je t'ai dit quand on parlait de ça, moi quand des potes me disent je suis dans la merde, j'y tiens pas vraiment parce que si t'y étais, t'aurais pas le temps de me le dire. Tu sais, en train d'essayer de t'en sortir. Donc on a et donc le temps de digérer. Une fois qu'on a digéré, on passe à autre chose. Une fois qu'on est sorti du trou. Enfin, qu'on est sorti du trou, si on arrive à en sortir, mais de toute manière, même si on y reste, il va falloir qu'on sorte. Donc, je pense qu'il n'y a pas de temps de latence. Moi, j'ai fait l'enchaînement de ma boîte, et puis chaque fois que j'ai fait des choses, je les fais parce qu'en fait, je sens que c'est là qu'il faut que j'aille. Je suis plus dans l'intuition. Moi, je ne suis pas un entrepreneur de réussite. Je suis un entrepreneur d'intuition. Je pense que mon bonheur est là. J'y vais. On verra. Toute ma vie, j'ai pris tous les trains que j'ai eu envie de prendre. Toutes les gares n'étaient pas splendides en arrivant, mais les voyages ont toujours été beaux. Voilà, et moi, j'aime beaucoup les voyages. Et moi, je vous propose de faire un dernier arrêt avec Charline, parce que j'ai envie de t'entendre aussi là-dessus, sur la notion de durée. Je sais que Vincent, tu as vécu quelque chose d'assez similaire. Ça prend du temps de se reconstruire. En fait, toi, Charline, pardon, hein, je vois le timing qui passe, donc j'accélère l'histoire. Mais tu vas tout de suite reprendre un boulot. T'étais financièrement broke, j'utilise tes mots, donc tu as besoin de retrouver un boulot très vite. Mais du coup, ce temps que tu prends pas pour souffler, pour faire le deuil, pour te préparer, bah ça, à un moment, ça revient, quoi. C'est ça. En fait, donc moi, j'ai planté ma boîte. Ensuite, ça a été racheté à la part du tribunal. Il y a eu les ventes aux enchères, etc. Bon, je raconte toute l'histoire dans le podcast. Je venais d'avoir un jeune enfant, plein Covid. Heureusement, je me fais contacter par plusieurs boîtes qui me connaissaient, plusieurs dirigeants qui veulent me recruter, etc. Et là, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir. Je me suis dit, mon mari me disait non, mais il faut prendre du temps, etc. Digère, etc. Mais en fait, il t'a même proposé de fêter ça le soir même avec un bon resto. Exactement. Non, mais un moment. Non, l'ironie du sort, quand même. J'ai quand même planté ma boîte officiellement le 14 février, qui est quand même la Saint-Valentin, où je faisais un énorme chiffre d'affaires. C'est quand même. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai enchaîné sur un très bon job et je me suis éclatée. Et quand cette aventure-là, j'ai décidé de partir pour faire d'autres choses, je me suis pris un boomerang, un retour de bâton colossal, où en fait, je me suis rendu compte que j'avais absolument pas digéré toutes ces années d'entrepreneuriat, parce qu'en fait, j'ai eu 10 ans d'entrepreneuriat. Et là, j'ai eu des remontées, c'est un peu comme des reflux, désolée, c'est pas très... Mais où on se dit, waouh, ça pique, quoi. Ça pique, on a des traumatismes qui reviennent, on se demande quel est notre sens sur la planète. En plus, j'ai adoré ce passage en salariat, mais c'est vrai qu'il y a quand même moins de sens que quand on est entrepreneur et on porte plus de choses, on a plus de responsabilités. Et il y a un moment donné, on se dit, mais en fait, je suis faite pour quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je suis vraiment entrepreneur ? Est-ce que je ne le suis pas ? Et on a un vrai point sur soi-même. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas digéré. Donc, il faut prendre du temps parce qu'en fait, il n'y a que le temps qui fait... C'est un peu comme une rupture. Il n'y a que le temps qui soigne, en fait. Vincent, tu prends aujourd'hui pas mal de temps pour échanger avec des entrepreneurs qui ont planté. Je vois que tu voulais réagir, mais ce sera vraiment le mot de la fin. On pourrait passer 4 heures. Et en résumé, parce que c'est des discussions souvent de plusieurs heures, en 2 phrases, tu leur dis quoi ? Ben en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais je trouve qu'aujourd'hui, j'ai une boîte de 80 collaborateurs qui marche super bien. Et en fait, j'aurais pas planté ma boîte, jamais j'aurais réussi à faire ça. Et en fait, on oublie que souvent, planter une boîte, c'est aussi une cour d'apprentissage extraordinaire. On apprend plein de choses sur soi, plein de choses sur le business. Je refais des erreurs, mais franchement, j'aurais pas fait ma première boîte. J'aurais clairement cela, je les réussirais pas. Et surtout, point super important, quand t'as poussé la porte du tribunal de commerce, mais toutes les galères que j'ai au quotidien, mais en fait, je m'en fiche, elles sont faciles à gérer. Et en fait, on oublie ça et à quel point c'est un pouvoir colossal. Et donc, en fait, c'est quand je peux rencontrer des entrepreneurs qui passent par là, c'est déjà le premier truc, c'est qu'ils soient bien conseillés d'un avocat.
et qu'ils soient bien accompagnés. C'est qu'ils prennent du temps un peu perso pour eux, parce qu'en fait, ils sont en galère et s'ils vont pas bien, il n'y a rien qui va vraiment aller bien. Et après, de leur dire, mais en fait, c'est une étape. Et moi, j'ai mis pendant très longtemps, je parlais de ça d'échecs. Je parlais d'échecs. Mais même quand tu as revendu ta boîte d'après, excuse-moi, tu m'as dit c'est un partout balle au centre. Tu t'es pas dit là j'ai réussi. Un partout balle au centre. Ouais, un partout balle au centre. Et je suis toujours là-dedans. C'est pas une transition pour toi, Pierre-Henri. On va vraiment vous remercier très chaleureusement. C'est essentiel ce que vous faites. On parle de legacy, mais ce partage, il est primordial pour les entrepreneurs. Donc merci à vous quatre. J'invite pour conclure le bal à me rejoindre sur scène Élodie Varnery et Hervé Kemarek, président du MEDEF Bretagne et tout nouveau président de la GSC. Donc enchanté Hervé. Bien, écoutez, nous revient la charge de conclure. Je te propose peut-être de t'installer, les micros sont un peu... Oui, le fil est un peu court, mais il y avait des plus grands que moi, alors je devrais y arriver. D'abord, je voudrais adresser 3 remerciements. D'abord au conseil d'administration qui m'a proposé de prendre la présidence de la GSC. Évidemment, cette proposition, elle m'honore, mais elle m'oblige aussi à, tu l'as dit Anthony, à continuer à faire voguer le bateau de ce port, en tout cas de cette destination auquel nous sommes arrivés, pour aller un peu plus loin. Et je le ferai avec vos équipes. Des remerciements évidemment au conseil d'administration, mais également aux mandataires, à vous qui représentez la GSC. Votre fidélité, votre confiance, elle nous honore à continuer cette aventure qui a démarré il y a 45 ans. Et donc on a cette obligation de continuer à faire vivre la GSC. Et puis remercier les intervenants, et quoique plus belle table ronde pour faire une transition sur finalement la raison d'être de la GSC. On le voit bien, l'aventure entrepreneuriale, c'est une entreprise, enfin c'est une aventure individuelle. Je crois que l'un d'entre vous a dit qu'on vivait cette aventure entrepreneuriale avec sa propre vision. Et je pense que c'est avant tout ça, être chef d'entreprise, c'est d'avoir une vision et d'aller jusqu'au bout de cette vision. Mais c'est aussi une aventure collective, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de 2 équipes, si, quelques-uns, parfois un peu de trahison. Mais les équipes sont évidemment essentielles à la réussite de cette aventure entrepreneuriale et il faut les saluer. Et l'équipe de la GSC, elle sera aussi de cette aventure-là. Voilà, charge à nous d'être très promoteur de cette association. Moi, je viens des territoires, vous l'avez dit, je suis breton, j'ai présidé le MEDEF d'Ille-et-Vilaine, je préside le MEDEF Bretagne. J'ai œuvré pas mal dans le MEDEF, je suis conseiller exécutif, président du comité des régions, donc je connais bien les territoires et je sais combien cette garantie, cette association, cette assurance doit être encore un peu plus poussée auprès de nos entreprises. C'est un levier de recrutement, mais c'est aussi une assurance que l'on doit prendre quand on veut assurer ce risque-là d'une entreprise qui peut avoir quelques faillites. On a eu quelques beaux exemples autour de cette table ronde. Donc voilà, je serai de ce combat-là avec vous. Et puis pour les 3 prochaines années, en tout cas, c'est le fil conducteur de notre prochaine mandature. Nous avons une feuille de route qui est assez claire. Il faudra désormais qu'on la partage avec les équipes, les enjeux, et puis partager avec vous, le conseil d'administration et les administrateurs, pour faire en sorte que la GSC continue à rendre service à nos adhérents, parce que c'est finalement ça le principal. Merci en tout cas à vous pour votre confiance. Bonjour à tous. On a voulu, avec cette conférence, au titre un peu provocateur, il est vrai, interroger la réalité du vécu des chefs d'entreprise au-delà des stéréotypes. Et je remercie beaucoup de vous être livrés à cet exercice, parce que c'est vraiment super riche et effectivement, ça donne vraiment du sens à notre quotidien à l'association GSC. Et on voit que la démarche n'est pas facile, parce que le prêt-à-penser aujourd'hui est omniprésent. Le jugement hâtif, la réflexion absente. Dans cette société du like, c'est pas facile en fait d'aller dans la finesse et de pas juste mettre les choses et les gens dans des cases. Et puis, alors on n'en a pas trop parlé, mais je pense que les patrons, parfois, souffrent encore d'un désamour dont les racines sont assez anciennes. Et ça, je pense que ça porte préjudice aussi aux chefs d'entreprise. Voilà, donc la tentation serait grande de réduire ça à une question sémantique et de se dire, finalement, si on ne parle plus d'échec et si on ne parle plus de faillite, on règle le problème.
Alors, je ne suis pas sûre. Je pense qu'en revanche, on n'en parlera plus et surtout, ça ne gommera pas la souffrance, mais en revanche, on n'en parle plus. Je crois que Philippe Fourquet était pas loin, il sait voilà, à quoi je fais référence. Voilà, donc ce travail de sensibilisation auquel vous vous êtes livrés et auquel on se livre, nous, c'est la mission de l'association GSC. C'est de convaincre les chefs d'entreprise que, effectivement, l'association GSC et donc le produit GSC dont nous faisons la promotion, ça permet d'avoir du temps, de se donner du temps quand on est chef d'entreprise, le temps de digérer, le temps de ne pas prendre des décisions hâtives au sortir d'une faillite. Voilà. Donc, ce qui m'amène à me tourner vers Thomas. Non, mais je pense qu'ici, on est tous évidemment d'accord sur le fait qu'il faut démystifier ce qu'est l'échec et la réalité de l'échec entrepreneurial. On peut avoir les meilleurs outils, la GSC, si les entrepreneurs qui sont concernés ne le savent pas, ça sert à rien. Je pense que si on se ment pas, ça n'a pas le même poids. Quand vous dites à un entrepreneur, fais-toi accompagner, prépare un filet de sécurité, que si c'est un entrepreneur qui vous dit à quel point ça aurait été nécessaire, à quel point la chute a été dure, vertigineuse, le rebond parfois aussi très long. Et du coup, c'est pour ça, et je voudrais vraiment remercier la GSC de nous avoir fait confiance, parce qu'aujourd'hui, on lance un tout nouveau format. Alors le temps fait que je ne vous passerai pas un extrait. Vous l'avez d'ailleurs pas mal entendu aujourd'hui, mais on lance ce format planté. Qui va donner au fil de l'année la parole à des entrepreneurs très divers. Charline nous a fait le plaisir de participer au premier épisode qui est depuis ce matin sur les plateformes. Vincent également, que vous entendrez très bientôt, et beaucoup d'autres. Et en fait, je vais pas mentir, moi j'ai pleuré à chaque fois. Alors je suis sensible, peut-être. Je suis surtout entrepreneur et moi ça me touche. C'est fou quand même, ce sujet, à quel point c'est sensible. Pourtant, je n'ai jamais planté de boîte, mais je sais à quel point on fait des sacrifices quand on monte sa boîte. Donc, je voudrais vous remercier parce que ce que vous le faites pas pour le storytelling, vous le faites pour vraiment laisser un héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc, merci. Et vraiment, j'aimerais inviter toutes les personnes dans cette salle à scanner ce QR code, à s'abonner à ce format. C'est d'utilité publique. Ça va donner de la force à ceux qui sont passés par là, ça va donner de la force à ceux qui sont dedans, et normalement, ça devrait préparer un certain nombre d'entrepreneurs à éviter tout ce par quoi on passe dans ces moments-là. Donc merci vraiment à la GSC, parce qu'on fait pas des formats sans soutien de partenaires qui financent, parce qu'on fait des beaux produits pour que ça porte, mais pour ça, on a besoin de moyens. Donc voilà, merci beaucoup et merci. Abonnez-vous parce que c'est incroyable. Je demanderai simplement aux intervenants, on va vous prendre 5 minutes à chacun, prenez le temps d'échanger, de boire un verre, mais on va vous amener en bas pour faire une vidéo relativement courte pour partager au plus grand nombre ce sujet. Merci à tous et merci de votre intérêt.